Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue à Honnêtement vrai. Aujourd'hui, c'est un épisode solo où je vais vous parler de la maternité, de la grossesse et du postpartum. Parce que, honnêtement, moi, j'ai trouvé ça challengeant comme processus de passer à travers tout ça. Puis si j'avais tout su ça avant, j'aurais sûrement vécu l'expérience avec un regard différent. Fait que, tu sais, combien de fois j'ai entendu des femmes me dire qu'elles aussi avaient trouvé ça difficile, voire qu'elles avaient haï ça, être enceinte. Mais pourtant, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent souvent, je dis, parce que des fois, il met en lumière plus des côtés, comme je dis, qu'on aime un peu moins, mais c'est souvent une version embellie. On montre juste les beaux côtés. Dans le fond, quand tu poses, toi, de ton côté, tu vas mettre l'annonce, le gender reveal, les photos, etc., du baby shower, des photos de photoshoot de maternité. Tu sais, c'est tous les beaux moments, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent puis qu'on n'ose pas vraiment dire ou qu'on garde pour nous. Fait que je vais aborder tout ça. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ont vécu des grossesses beaucoup plus faciles que d'autres. Ça, je vais pas nier ça. Tant mieux pour toi, si c'est ton cas. T'es chanceuse. Si t'as vécu une belle grossesse puis t'as rien à dire là-dessus, honnêtement, je suis contente parce qu'il y a d'autres femmes que... En fait, on ne peut pas tout avoir, là. Il y a des femmes que la grossesse a été plus difficile. Il y en a d'autres que l'accouchement a été plus difficile, la grossesse a été plus facile. Il y en a que, comme moi, que c'était la grossesse, l'accouchement qui a été aussi difficile, puis le bébé a été facile après. Fait c'est ça, on ne peut pas tout avoir, mais on peut avoir des bons et des mauvais côtés de chaque phase de cette transformation-là dans notre vie. Mais moi, personnellement, j'avais trouvé ça... j'ai trouvé ça difficile, puis je le disais ouvertement sur Instagram, comment je rushais. Comment pour moi, c'était de la merde. Je le cachais pas dans mes stories, là. Le monde le voyait bien que... En fait, j'avais l'impression de me plaindre, mais en fait, c'était ma réalité. C'était pas... c'était pour d'autres, c'était pas leur réalité, mais pour la mienne et pour d'autres qui se reconnaissaient aussi là-dedans, pour nous autres, c'était notre réalité. Puis j'aimais ça aussi de voir aussi des reels ou des femmes le dire ouvertement sur Instagram. Ça faisait du bien parce que c'était vraiment du contenu que je pouvais relate dans un sens. Beaucoup de mamans m'ont dit que c'était temporaire quand j'étais enceinte. Puis ça, honnêtement, ça me faisait du bien de me le faire rappeler. Puis de me le faire dire parce que des fois, on est là-dedans, on est comme envahi par tout ça, par tout ce changement-là, corporel, mais aussi dans ta vie. Puis de se faire dire par quelqu'un, c'est comme, inquiète-toi pas, c'est temporaire, ça rassure puis ça fait du bien. Puis j'aimais ça aussi qu'il y avait des gens qui sont, quand j'ai annoncé ma grossesse, il y a d'autres mamans qui sont venues m'écrire sur Facebook ou sur Instagram pour me partager leur histoire, leur version, comment eux autres aussi trouvaient ça difficile. Quand je le disais à voix haute, eux autres étaient comme moi aussi. Fait que on dirait que c'est comme on se comprenait là-dedans, puis on se supportait mutuellement. Où je me sentais supportée, mais ils m'aidaient à passer à travers ce moment-là difficile. Puis ça, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de ces mamans-là qui m'ont approchée puis qui m'ont aidée dans ce processus assez difficile pour moi. Le premier trimestre, c'est vrai, c'est tellement long. Ça, j'ai trouvé le premier trimestre ça a vraiment été la phase la plus tough. Puis quand j'y pense, ça a quand même passé vite, mais honnêtement, quand j'étais dedans, là, dans le thick of it, là, honnêtement, là, c'était interminable. Comment c'était vrai. Mais c'est ça. Tout est temporaire.
C'est juste une mini-phase dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, écoute, là, être enceinte, là, c'est 9 mois, là, genre une petite partie dans toute ta vie. Là. Fait que, tu sais, tout va bien aller, tu vas passer au travers, c'est temporaire. Puis ça, c'était vrai. Quand tu le réalises, puis tu le vois de cette perception-là, de oui, c'est vrai, c'est juste un petit moment dans toute notre vie, on l'apprécie plus. Puis je dirais que si j'aurais à faire une deuxième grossesse, je pense que je l'apprécierais plus. Ouais. Parce que pour l'avoir tout vécu puis le refaire, c'est ça j'aurais un regard différent. Aussi, à préciser, faire le 3e trimestre en été, je le referais pas. Ça, là, non. Si j'aurais à décider ou à choisir, planifier, là, je leur ferais pas. Je leur ferais pas le 3e trimestre l'été. Fait que si tu penses tomber enceinte ou que tu as déjà t'as passé par là, ben j'espère que cet épisode-là va résonner avec toi. Parce qu'il y a des choses, comme je disais, qu'on n'ose pas dire sur la maternité. Puis aujourd'hui, ben, je vais en parler, puis sans filtre, je vais oser dire ce que beaucoup de mamans, j'ai entendu dire ou ce que j'ai vécu, puis je vais le dire à voix haute. Peut-être ça va te faire du bien. Ça va te faire peut-être du bien à entendre. Ou tu vas dire « Oh my God, moi aussi, j'ai tellement vécu ça. » Fait que ça peut résonner, tant mieux. Mon premier point, tomber enceinte volontairement versus par accident. Peu importe l'âge ou la situation, la façon que tu tombes enceinte, ça a une grosse influence comment tu vis ta grossesse. C'est sûr que là, je vais faire attention à ce que je dis parce que c'est un sujet délicat, surtout avec la question de la fertilité. On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a des femmes que ça leur a pris beaucoup plus de temps à tomber enceinte, à même amener une grossesse à terme. Fait qu'il faut que je fasse attention à comment je vais le dire parce que moi, ça n'a pas été ma réalité. Mais il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, ont vraiment plus de misère. Puis que c'est un désir de tomber enceinte, mais eux autres, pour n'importe quelle raison, ça leur a pris plus de temps ou ils sont obligés d'utiliser la méthode in vitro, IVF en anglais, ou insémination, etc. Je ne suis pas renseignée là-dessus, mais j'en ai entendu parler. De mon côté, moi, mon histoire, c'est que longtemps, j'ai cru que je faisais partie de ce groupe-là, des gens qui n'étaient pas fertiles. Longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas fertile. Est-ce que c'était une peur que je me suis mis dans la tête à 19-20 ans en me convainquant que je ne suis pas fertile, je ne tomberai pas enceinte rapidement, ça va me prendre du temps. Moi, je pense que c'était parce que j'avais tellement peur d'avoir un enfant. C'était une peur, de la grossesse aussi, que je pense que j'essayais de me convaincre que moi, ça allait être plus difficile. Puis là, j'allais décevoir mon partenaire parce que là, moi, j'aurais été obligée probablement il va falloir que je paye de l'argent pour pouvoir faire l'in vitro. Puis là, je m'imaginais plein de scénarios. Fait que tu peux comprendre que j'ai été vraiment surprise quand j'ai appris que j'étais enceinte parce que ça s'est fait tellement rapidement. Ça s'est fait, genre, j'arrivais pas à croire. J'avais arrêté la contraception, puis 1 mois, là, j'ai même pas eu le temps d'avoir une menstruation que je tombe enceinte par accident. Ça m'a frappée là, de plein fouet parce que, c'est comme je disais, je pensais pas que j'étais fertile. Moi, je pensais que j'étais pas tant fertile. En fait, je pensais que j'étais pas capable d'être enceinte. Je pensais que j'étais pas capable de devenir mère. En fait, ça démontre à quel point j'étais beaucoup dans je suis pas apte à être une mère. Fait que c'était vraiment plus dans je suis pas I'm not good enough, je suis pas assez. Fait que je pensais plus ça jouait beaucoup sur cette croyance-là, sur cette peur-là. Fait que ça a été une réelle surprise là, quand ça m'était arrivé. Mais l'affaire, tu sais, puis moi, j'avais même, en début d'année, j'avais arrêté ma contraception, puis je pensais même aller faire une échographie de la réserve ovarienne pour être sûre que j'étais OK. Parce qu'on entend tellement parler de « Ah, je me fais... tu sais, en anglais, on dit freeze your eggs ». Tu sais, j'entends souvent parler de ça. Je consomme beaucoup de
de contenu en anglais. Fait que, tu sais, je regardais ça, même je regardais des émissions, puis ils en parlaient souvent. Fait que, tu sais, moi, je me disais, peut-être c'est ma réalité, peut-être il va falloir que je vieillis. Fait qu'il va peut-être falloir que, je dois peut-être pas avoir tant d'ovules, qu'il me reste, je vieillis. Fait que c'est pas... fait que c'était ça ça me préoccupe, ça commençait à me préoccuper. Puis, fait que c'est ça. Fait que je pense que le fait d'avoir tombé enceinte par surprise, ça a eu vraiment un impact sur moi, dans le sens que j'aurais peut-être aimé... En fait, peut-être c'était mieux que ça m'arrive de même, parce qu'à cause de ma peur, j'aurais peut-être trouvé n'importe quelle excuse pour pas tomber enceinte. Mais c'est aussi le fait que je me suis sentie comme si j'étais coincée. C'est comme si ça m'avait été imposé. Ça m'a vraiment rappelé ma deuxième cérémonie à ayahuasca, parce que je venais de vivre ça quelques mois plus tôt, 3 mois plus tôt dans le fond, que je me sentais trapped, coincée. Et là, je réalise que je suis coincée dans mon propre corps. Je suis tombée enceinte par surprise. Puis là, tout d'un coup, la déprime a pris le dessus. Je suis tombée dans une période assez dark, très... je te dirais que le premier trimestre, pour moi, ça a été beaucoup de déprime, beaucoup d'anxiété. Même au travail, c'était pas une atmosphère très joyeuse. Ça allait vraiment pas bien. Fait que, tu sais, il y avait il y avait ce stress-là, il y avait beaucoup d'incertitudes dans l'air. Puis là, tout d'un coup, je tombe enceinte. Ça fait juste 1 an avec le partenaire avec qui j'étais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'était comme, bam, ça m'a vraiment pogné là, coincée. Fait que j'ai senti vraiment comme une dépression au début de ma grossesse à cause de l'effet surprise de ça. Fait que, tu sais, je pense que oui, ça l'affecte. Tu peux tomber facilement enceinte puis ça va t'affecter d'une certaine façon. Ou ça peut prendre beaucoup de temps à tomber enceinte et ça va t'affecter aussi d'une certaine façon. Tu peux être déprimé là, par le fait que tu veux tellement avoir un enfant, mais tu n'es pas capable pour le moment. Fait que des deux côtés, c'est des réalités différentes, mais tout aussi challengeantes et difficiles à vivre. Fait que ouais, j'ai senti ça dans le premier trimestre, puis ça faisait beaucoup peur, ce que les gens disaient sur la dépression postpartum. Le risque du postpartum, ça me faisait peur parce qu'à cause de la façon que j'étais tombée enceinte, comment je vivais ma grossesse, j'avais peur que peut-être ça l'aurait eu, j'aurais été peut-être plus à risque. Et là, tu sais, je me rappelle, j'avais lu le livre d'une collègue. Elle avait eu une psychose, moins une dépression, mais genre de type psychose en postpartum. Tout le monde me disait, lis tel livre. Mais tu sais, j'ai aimé ça être au courant. Tu sais, je voulais pas être ignorante face à ça, mais je voulais être informée. Mais en même temps, ça faisait peur d'entendre tout le monde dire, mon Dieu, mon 4e trimestre, là, c'était tellement horrible, c'était tellement de la merde, c'était tellement... Puis toi, tu le vois, t'es au début, au premier trimestre, là. T'as pas fini, là. Il te reste 2e, il te reste le 3e trimestre. Après ça, il faut que tu accouches. Puis après ça, il faut que tu arrives dans le 4e trimestre. J'ai l'impression que j'étais comme, oh my God, je suis pas sortie du bois. Fait que c'était vraiment... C'était effrayant d'entendre parler puis de le voir venir, possiblement. Parce que tout le monde, toutes les femmes le vit la grossesse et le postpartum différemment, mais on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Aussi, le fait de... Moi, j'ai souffert d'un trouble alimentaire. Fait que le fait d'avoir ça, puis de passer à travers une grossesse, la peur d'engraisser, ça fait tellement peur. Surtout quand tu as souffert d'un trouble alimentaire. Puis moi, j'ai toujours considéré qu'un trouble alimentaire, c'est quelque chose que tu guéris pas totalement. C'est quelque chose que tu dois vivre avec. Tu en es conscient, tu fais attention, mais c'est comme une petite voix à l'intérieur que tu essaies de contrôler, mais que tu essaies de trouver une autre façon de contourner, de l'apaiser. Puis en vieillissant, avec l'expérience, avec la maturité, tu apprends à savoir c'est quoi les meilleurs moyens pour contourner cette voie-là ou ne pas la laisser prendre d'ampleur. Fait que oui, le trouble alimentaire, au début, le premier trimestre, j'ai eu une rechute, j'ai vraiment eu de la misère. Et ça aussi, ça l'affecte beaucoup une grossesse.
Il y a beaucoup d'études qui indiquent, de ce que j'ai lu et cherché sur Internet, qui indiquent qu'une grossesse non planifiée, c'est associé à un risque accru de dépression prénatale. Ça montre que les femmes qui n'ont pas anticipé ou souhaité leur grossesse sont plus susceptibles de développer des troubles dépressifs pendant leur grossesse. Fait que moi, tu sais, mon premier trimestre, comme j'expliquais, j'étais vraiment déprimée, très anxieuse. Pour moi, c'était plus une grossesse, on appelle ça inopportune, dans le sens que c'était pas voulu à ce moment-là, mais c'était quand même désiré. En fait, je voulais tomber enceinte à la fin de l'année. Fait que c'était juste plus comme un timing qui était différent. Mais c'était pas que je voulais rien, je voulais pas tomber enceinte. Là. En fait, j'avais peur, mais c'était plus comme c'était pas le bon moment. Mais je voulais plus tard, mais pas là. C'était plus ça. Je trouve aussi que les rendez-vous médicaux, on va se le dire, là, c'est vraiment rapide. C'est 5 minutes, j'ai l'impression, de top chrono. Moi, j'avais un médecin homme. J'ai rien à dire de mal. Là. Genre, je l'ai bien aimé. On me l'a référé. Mais à le refaire, je pense que j'irais pour une femme, honnêtement. Je sais pas pourquoi je sortais tout le temps avec l'impression, vu que c'est un homme, on dirait que j'ai l'impression, puis ça, c'était ma crainte au début, j'aurais dû écouter mon intuition. C'était ma crainte de c'est un homme, j'ai l'impression qu'il va mal me comprendre. Puis il peut pas comprendre, même s'il en a passé des utérus là, dans sa carrière, j'ai l'impression que il y a comme c'est un homme, comment qu'il peut comprendre ce que je vis? Émotionnellement, mentalement. Tu sais, physiquement, il voit, là. Tu sais, il s'occupe, il te suit, mais émotionnellement, comment il peut me comprendre? Fait que ça, c'était plus ma crainte par rapport à avoir un médecin homme. Puis je sentais des fois que j'avais l'impression qu'on n'avait pas pris tant de temps de vraiment m'écouter ou d'aller dans le plus l'émotionnel. Mon médecin avait aucune idée de ce que j'avais vécu un trouble alimentaire ou une dépression par le passé. Il m'a jamais posé je pense que je n'ai jamais posé la question. Ça n'a jamais, dans le questionnaire, il n'y a jamais... Je ne l'ai pas dit, parce que j'avais peur de comment il aurait perçu ça, comment ça aurait pu affecter mon suivi. J'étais tellement comme incertaine de qu'est-ce que je peux dire ou ce que je peux pas dire, de quoi je vais avoir l'air, que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en même temps, on ne me l'a pas vraiment demandé. Tu sais, c'est quand même des facteurs de risque qui étaient importants puis qui auraient pu influencer mon suivi. Moi, ce que je trouve que ça dit sur le système, c'est que ça met en lumière vraiment un manque d'écoute dans le système médical. Trop souvent, je trouve qu'on expédie les rendez-vous sans prendre vraiment le temps de se demander comment la future maman va psychologiquement. Pendant ma grossesse, moi, j'allais pas tant bien là, dans ma tête. Fait que je sais, tu sais, on m'a jamais demandé, tu sais, oui, on me disait comment ça va, Madame Pelletier. Mais tu sais, j'étais comme, me dire ça va. Tu sais, c'est pas. C'est comme, j'ai l'impression que c'était comme pas un terrain où ce que je me sentais en confiance, où ce que c'était comme avec une psychologue, où ce que je peux, une chance j'avais ma psy pendant ce temps-là, mais où ce que je peux vraiment aller plus profond, puis me laisser aller, puis savoir que je suis en confiance. Fait que c'est vraiment comme, j'ai l'impression que tu es là, puis il faut que ça va vite. Il y a beaucoup de femmes qui vivent de l'anxiété ou une dépression prénatale, mais que c'est pas vraiment dépisté. Puis souvent, je pense tu passes à côté de souffrances réelles. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'était plus une dépression prénatale, mais ça n'a pas comme été dépisté par officiellement. Je pense que j'aurais dû peut-être plus en parler ou creuser plus à ce moment-là. Mais j'étais tellement envahie par tout ça. Là. Il y a tellement d'émotions qui montent, il y a tellement d'hormones, c'est tellement un bout... En tout cas, pour moi, c'était ça. Honnêtement, tout ce que je voulais, c'était survivre. Puis ils disent tout, hein, faut que le premier trimestre, là, faut que tu fais juste survivre. Fait que, tu sais, ça m'a montré à quel point que c'est vraiment important de parler de son historique. À le refaire, je pense que j'aurais peut-être plus ouverte envers le médecin, puis lui dire mon historique, juste pour être sûre d'être bien encadrée, même si le médecin ne pose pas la question. Parce que peut-être ça aurait changé la manière que je m'aurais fait accompagner, peut-être pas, je sais pas. Moi, à chaque fois, il me disait tout le temps, je posais des questions. Il me disait tout le temps, tout va bien, tout est normal. Tout va bien, tout est normal. Tout le long jusqu'à la fin. Fait que, je sais pas si peut-être que
pense qu'il aurait peut-être dit tout va bien, tout est normal. Moi, j'ai pris 70 livres minimum durant ma grossesse, puis ça a l'air que c'était normal. Fait que il n'y a jamais eu genre ouais, il faudrait que vous ralentissiez ces glucides, là, Madame Pelletier, parce que il n'y a pas vraiment eu ça. Parce que ils m'ont jamais dit qu'il fallait que. Ils m'ont dit que c'était correct. Ils m'ont même dit tout est correct. Il n'y a aucun problème. Fait que, ouais. Aussi, c'est normal de se sentir déprimée ou anxieuse pendant la grossesse. Il faut normaliser ça. C'est triste à dire, mais oui, c'est vrai. Il faut normaliser ça parce que au premier trimestre, t'as tellement d'hormones qui remontent que c'est tellement... C'est incroyable. Je me rappelle, là, je trouvais ça affreux comme sentiment. Là, je me sentais... Moi, là, ça me fait pas. Là. C'était beaucoup, beaucoup trop d'hormones. J'ai enflé, j'ai gonflé. Moi, en tout cas, c'était vraiment difficile pour moi le premier trimestre. Mais quand tu te sens comme ça, il faut que tu saches que... Je me le rappelle à moi, mais je vous le rappelle aussi, que ça ne remet pas en cause ta valeur ou ta capacité à être une bonne mère. Parce que, tu sais, vu que quand c'est notre première fois, on se pose la question, je vais-tu être une bonne mère? Parce que là, tout d'un coup, je me sentais déprimée, comme si je ne le voulais pas, mon enfant. Puis là, tu te dis, je ne serai pas une bonne mère. Mais c'est vraiment pas ça, là. C'est comme, il faut que tu passes à travers ça. C'est un bout de rough à passer, mais ça détermine zéro ta valeur sur comment tu vas être une bonne mère plus tard. J'aimerais citer Naître et grandir par rapport aux stats, parce que je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. Selon les études, environ 18 % des femmes enceintes souffrent d'une dépression légère au cours de leur grossesse et de 7 à 12 % des femmes peuvent présenter une dépression modérée ou sévère. De plus, une femme enceinte risque davantage de faire une dépression durant sa grossesse si elle a déjà souffert de dépression dans le passé, si elle vit beaucoup d'anxiété ou de stress au cours de sa grossesse, si elle se sent peu entourée ou si elle rapporte des difficultés dans sa relation conjugale. 30 à 60 % des mères aux prises avec une dépression postpartum présentaient déjà des symptômes de dépression pendant leur grossesse. On estime de 15 à 20 % des femmes présentent une dépression postpartum. Le baby blues peut toucher jusqu'à 80 % des femmes. Il est généralement passager et dure de quelques heures à 15 jours. Dans la plupart des cas, les symptômes s'estompent d'eux-mêmes sans intervention extérieure. Moi, j'ai eu un gros baby blues. Il m'a frappé solide, de plein fouet. J'étais à l'hôpital encore et tout d'un coup, je me suis mis à pleurer. Je pleurais. Je faisais juste pleurer. Je comprenais pas. Je pleure, je sais pas pourquoi. Puis je faisais juste pleurer. Puis c'était le gros crash d'hormones, là. Mais ça a été difficile parce que là, tout d'un coup, moi qui ai haï pour mourir être enceinte, j'ai détesté ça. J'étais plus capable. J'ai haï ça, engraisser tout. Je me ramasse à m'ennuyer qui était dans mon ventre. Je m'ennuyais d'être enceinte. C'était vraiment là, puis je faisais juste pleurer. Puis là, je regardais mon ventre, puis là, je me sentais vide. Puis là, je m'ennuyais que je pouvais plus le protéger, puis que là, il était rendu plus dans mon... Il était sorti, puis il était plus dans mon ventre. Puis c'était vraiment... Puis je faisais juste pleurer. Puis là, en plus de ça, les visites, là, quand tu reviens de chez vous, là, puis là, faut que les gens veulent venir voir le bébé, là. Fait que là, c'est plus toi, là. C'est juste le bébé. Puis je dis pas ça parce que c'est pour égoïste. Je dis ça parce que tu viens de vivre une dure épreuve d'avoir accouché, tout dépendant comment ça s'est passé, ton accouchement, mais comme quand tu as un gros baby blues, là, t'as pas envie d'avoir du monde chez vous, disons. J'ai eu, moi, puis honnêtement, là, je vais le dire, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, j'ai eu des pensées intrusives les premiers mois. Vraiment, c'était très dark. Des fois, souvent, là, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je me réveillais en pleine nuit en pensant que mon bébé était dans le lit. Tu sais, je l'allaitais. Là, mon ex allait le porter dans le Moïse. Puis là, durant la nuit, je me réveillais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, il est plus là. Puis là, j'étais comme, tu sais, comme, je pensais qu'il était à côté de moi encore, là. Puis j'avais peur que je roule dessus, que je l'étouffe.
Puis là, je me rends compte que, OK, le bébé, puis là, il est dans le Moïse. Ça m'est arrivé souvent. Tu sais, c'est ça, là, je le cherchais pour être sûre qu'il était secure. En tout cas, c'était comme s'il y avait un bout dans mon cerveau qui avait comme skippé, sauté. En tout cas, c'était vraiment bizarre. J'ai fait des pétages de coche. La montée d'hormones puis la drop d'hormones, c'est la pire affaire pour moi. Là. Genre, je pète un câble, je saute. Les sauts d'humeur, incroyable. Là, c'est épeurant. Mon cerveau, il spiralait. Là. La pression sociale. Ça, honnêtement, là, j'ai vraiment pas aimé ça. Quand j'ai accouché, surtout que j'ai un accouchement difficile, j'ai une césarienne non planifiée. Ça a été traumatisant, comment ça s'est passé. Je reviens chez moi, j'ai un gros baby blues. Et là, j'ai la pression sociale, comme je disais tantôt. Les gens veulent venir voir le bébé. Moi, je suis zéro apte à voir du monde. Déjà que je suis quelqu'un à la base qui a besoin... J'avais besoin de process qui venait de se passer, là, puis tu as le droit. Hein? Tu sais, je veux dire, tu viens de passer 9 mois à porter un bébé, à sacrifier, à subir tout ça. Tu accouches, tu souffres, tu as passé à travers tout ça. Ton corps doit récupérer ta tête, tes hormones, tout est débalancé. Tu as le droit de te donner du temps pour rester à la maison tranquille avec ton bébé, bonder avec ton bébé. Là, je veux dire, enfin, tu le vois de tes propres yeux, tu es avec. Tu as le droit d'avoir du temps. Tu n'es pas obligé de plier puis d'avoir la famille puis les amis là, qui débarquent là, à la minute que tu arrives de l'hôpital. Donne-toi ce temps-là parce qu'honnêtement, à le refaire, là, j'ai quand même demandé. J'avais parlé avec mon acupunctrice, puis elle m'avait dit, tu sais, ça existe, on appelle ça le Golden Month. Fait que c'est en français, je sais pas c'est quoi, mais c'est comme un mois qui est, je sais pas dans quelle culture, mais c'est vraiment que tu passes un mois avec ton bébé, puis tu fais rien. C'est-tu 40 jours? Je pense que c'est 40 jours. Puis tout le monde fait que tu sais, ils disent, ça prend un village pour élever un bébé, là. Mais là, ton village, il vient, il fait le ménage, il te donne à manger. Toi, tu restes dans le lit genre avec le bébé, puis tu t'occupes juste de ton bébé. Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que j'étais comme, OK, fait que là, tu n'es pas en train de mettre ton énergie partout. Tu le mets sur ton bébé, tu passes du temps avec ton bébé, puis c'est les autres qui vont t'aider puis te supporter. Fait que j'en avais parlé de ça avec mon ex, mais je n'irai pas dans les détails, mais je dirais que ça a été difficile de lui dire, de faire respecter mon choix qu'avec tout ce que je vais vivre et ce que j'ai vécu, j'aimerais vraiment ça, avoir au moins un mois tout seul, les trois à bonder, puis avoir juste la famille, le proche. Et après ça, considérer, voir, d'avoir des amis, etc. Moi, pour moi, il fallait... C'est ça. Je suis quelqu'un de quand même... je peux être extravertie, mais je suis très introvertie de nature. Je suis comme un ambivert qu'ils appellent. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai besoin de temps seul pour recharger. Puis surtout après une épreuve comme ça, tu en as besoin là, du temps. Là. Puis c'est tout à fait normal. Tu dois te donner le temps à ton corps, à ton corps à l'intérieur de se replacer aussi. Puis à toi, là, de t'adapter à l'allaitement, d'apprendre c'est quoi un bébé, comment ça fonctionne un bébé. Fait que c'est vraiment important de se donner ce temps-là. Puis je tiens à le mentionner, puis ouais, à cause de ce que j'ai vécu. Fait que pour dire que, tout ça pour dire que je me suis fait dire, en fait, je trouve que le manque de support durant mes premiers mois postpartum a été flagrant. Puis quand je dis support, je dis plus support émotionnel. Surtout de d'autres mères dans mon entourage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ma psy, la première fois qu'elle m'a parlé après que j'ai accouché, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Je sens que tu n'as pas tant de support de ton entourage émotionnellement, mentalement. » Elle dit, il va falloir qu'on se parle à chaque semaine parce que faut que je sois là pour toi parce que là,
je sens pas le support autour de toi. Là. Fait que, puis là, c'est pas pour pointer du doigt puis dire le monde n'était pas là pour moi. C'est vraiment parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque flagrant de compréhension de d'autres mères, mais aussi de l'entourage par rapport à ce moment-là que, postpartum, puis que ce que tu vis, mais en plus, c'est la période où tu es le plus vulnérable. C'est là que tu as le plus besoin de support. Moi, je me suis fait dire, je ne dirais pas qui, je me suis fait dire par quelqu'un dans la famille, dans l'entourage, je ne préciserai pas quelle famille, je me suis fait dire d'aller voir mon médecin. Que je me suis fait dire aussi par quelqu'un, aussi dans la famille, est en dépression postpartum. C'est assez facile de pointer du doigt quand ça fait son affaire. De te le reprocher sans nécessairement comprendre ce qu'une nouvelle maman vit. Surtout venant des autres mères. C'est facile. C'est facile de dire, de le blâmer sur la dépression postpartum. Honnêtement, de dire être en postpartum, être en dépression postpartum, ça s'est fait assez rapidement, puis ça s'est fait aller pas mal là, de la bouche de d'autres mamans là, dans mon entourage. De dire d'aller voir mon médecin, là, honnêtement, c'est la grosse projection là, de la personne. Là. Mais ça, j'ai pas trouvé ça correct. Surtout moi qui étais même pas genre 1, 2, 3 mois postpartum. Là. Ouais, j'ai senti la pression sociale aussi de voir mon bébé comme là, plutôt que de respecter mon rythme. Ça, je l'ai senti aussi. Je vais aborder maintenant la déception du genre. C'est un sujet tabou. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Puis, je pense que ça vaut la peine de le mentionner pour si quelqu'un si tu penses tomber enceinte prochainement ou c'est arrivé, ben si ça peut te rassurer, moi, je l'ai vécu. Fait que t'es pas tout seul à avoir eu ce feeling-là puis à te sentir comme, mais pourquoi je me sens de même? Mon expérience personnelle avec la révélation du sexe du bébé, moi, là, je me suis tout le temps imaginée qu'une fille. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'idée, là, tout ce que j'ai trouvé, c'était tout le temps des noms de filles. J'avais tout le temps, ouais, c'est ça, j'ai toujours trouvé des noms de filles. En fait, dans ma tête, je n'étais même pas capable de m'imaginer qu'un gars. C'était tout le temps une fille. Depuis que je suis jeune, que genre, quand je me dis, mettons, si je m'en vais adopter, je vais adopter une fille. Si, tu sais, c'était tout le temps, le scénario, c'était moi avec une fille. Fait que quand je tombe enceinte, puis là, c'est sûr, ça m'a frappée assez par surprise. Fait que j'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir. Mais tu sais, je sais qu'on avait un nom de fille puis un nom de gars. Mais tu sais, juste là, quand j'étais tout seul puis j'ai réfléchi à un nom, j'étais dead set sur un nom de fille en particulier. Puis j'avais jamais pensé au nom de gars. Fait que quand en couple, tu commences à parler de nom, ben là, on s'est dit, ouais, mais là, il n'y a pas de nom de gars. fait que là, on a brainstormé un peu, puis finalement, on a trouvé un nom qui était assez proche du nom de fille que je voulais. Puis ça a donné que c'était là en option, mais moi, dans ma tête, il fallait que ça soit une fille, là, parce que c'était le nom que je voulais. Là. Fait que là, moi, j'attendais impatiemment de savoir le sexe. Mais pas dans le sens j'ai hâte de savoir parce que ça va être une surprise. C'était plus j'ai peur que ce soit un gars. C'était plus dans ce sens-là. Puis il fallait absolument que je le sache le plus vite possible. J'étais comme... Je voulais même pas attendre d'avoir la surprise où on pop... on rouvre un gâteau, on coupe un gâteau, on pop les confettis, puis là, c'est moi qui apprends que c'était tel sexe. C'était vraiment... Au début, c'est de même que je m'avais imaginé ça, mais à un moment donné, plus les semaines avançaient, plus que je pense que c'est mon intuition. Je suis comme, j'ai peur, je pense que c'est un gars. J'ai peur, non, imagine c'est un gars, je peux pas, non. Puis là, je capotais. Et là, je me rappelle quand que j'ai reçu les tests par les résultats du test Harmonie par courriel.
quand j'ai ouvert le PDF, la première chose que mes yeux ont fait, c'était de scanner le PDF puis d'aller direct sur fœtus, sexe masculin. Ah, tabarnak. Là, pour moi, c'était « oh non, oh non ». Puis là, je pleurais, mais en même temps, j'étais comme « oh non ». Ça n'avait pas d'allure. Je suis vraiment désolée de dire ça, là, mais j'étais vraiment en deuil. Puis je me suis sentie mal parce que c'était comme, c'est pas parce que je le désire pas, là, c'est parce que avoir un garçon, pour moi, c'est étranger. Moi, je viens d'une famille où j'ai une sœur, je suis entourée de j'ai eu un ami gars dans ma vie, j'ai pas eu tant d'amis gars, j'étais tout le temps entourée de filles. Même ma sœur est lesbienne, fait que j'ai une belle sœur, fait qu'il y a pas de temps, il y a juste un gars dans ma famille puis c'est mon père. Fait que, tu sais, pour moi, avoir un garçon, c'est étranger, c'est pas connu, c'est un terrain connu. Fait que c'était difficile à digérer. Ça a vraiment... c'était pas... ça a été un deuil. J'ai pleuré beaucoup. En fait, beaucoup. Plus que je pensais. J'ai pleuré en me disant « oh, mais là, genre, j'ai tout j'allais dans les arénas. » Puis là, j'étais comme « je suis obligée de l'habiller avec des t-shirts puis des chandails poches. » Puis là, c'était vraiment ridicule. T'sais, on s'entend que j'étais des hormones, là. Mais c'était quand même un deuil. C'est un deuil à faire. Puis il y a beaucoup de femmes, puis je sais qu'il y a d'autres femmes que c'est l'inverse. Ils vont me dire « ah, t'es tellement chanceuse d'avoir un gars. Moi, c'était un gars que je voulais. » Fait que, tu sais, peu importe dans quel camp tu te situes, c'est normal de vivre la déception du genre. C'est un deuil que tu as à faire. Tu n'as aucun contrôle sur le sexe. Même si tu t'imaginais, tu ne peux pas contrôler rien. Puis honnêtement, tout arrive pour une raison. Il y a une raison pourquoi j'ai un garçon et non une fille. Mais je trouve qu'on n'ose pas en parler parce qu'on a peur d'être jugé. Pour dire « ah, ben gars, c'est comme si ton garçon, tu le désirais pas, tu es déçu de lui, puis ça n'a même pas rapport. C'est même pas ça. » Aujourd'hui, je suis heureuse, hyper contente d'avoir un garçon. En fait, je m'imagine... Pendant que tu es dans la grossesse, c'est la seule chose à quoi tu peux t'accrocher. Tu peux pas t'accrocher... Tu sais pas à quoi il ressemble. Tu sais pas à quoi il ressemble ton bébé. Tout ce que tu as, c'est potentiellement un nom, puis le sexe, si tu le sais. Fait que tu t'accroches là-dessus. Fait que tu peux juste rêver puis imaginer par rapport à ces deux éléments-là ou à l'élément du sexe, si t'as pas un nom. Fait que quand tu arrives au bout, puis là, tu commences tu vois la face, tu l'apprends à le connaître, bien là, c'est différent, ça change. Mais là, moi, durant toute la grossesse, pour moi, c'était « ah, j'ai pas une fille, j'ai un gars, puis là, je sais pas à quoi m'attendre. » Mais là, quand j'ai un gars, puis là, je le vis avec lui, je me dis, je ne retournerai jamais en arrière. En fait, je ne m'imagine même pas un autre scénario possible. Pour moi, c'est plus concevable, une fille. Pour moi, c'est mon histoire, c'est avec un garçon, puis c'est le même que c'est. Je regrette pas, je ne veux pas retourner en arrière pour refaire tout ça. Je l'accepte à 100%. Mais c'est juste le pendant qui est difficile quand tu es enceinte. Tu sais aussi, puis là, si ça peut aider quelqu'un, moi, quand j'étais enceinte, puis je venais de savoir le sexe, puis c'était un garçon, ce qui m'a vraiment aidée dans ce moment-là, c'était de suivre des mamans de garçons sur Instagram. En fait, ça me permettait de m'identifier à eux, puis de me dire, OK, elles aussi, elles vivent ça, puis ça a l'air beau. Pareil, tu sais, je me consolais dans un sens. Puis je me disais, peut-être que moi aussi, je vais me retrouver comme ça dans cette situation-là. Puis ça m'aidait, je ne sais pas pourquoi, c'est comme, ça me rassurait de pouvoir avoir des exemples puis de m'identifier à eux. Fait que je trouvais un peu de réconfort dans cette identité-là. Parce que là, pendant la grossesse, moi, ça me paraissait tellement étrangère, là, ce feeling-là. Le hashtag Boy Mom, on s'entend que c'est... Bon, ça peut être cliché,
On va souvent dire que les garçons, c'est wild, ça a beaucoup plus d'énergie, c'est le chaos chez vous si tu as des garçons. Mais avec le temps, moi, ce que j'ai réalisé, c'était un peu plus profond. Tu sais, on peut voir boy mom de deux facettes différentes. Il y a ce côté-là très cliché, très stéréotypé. Mais tu as l'autre côté aussi que, puis j'en ai parlé de ça avec d'autres mamans de garçons, c'est d'honorer plus un lien unique avec son fils. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu vas voir, la relation avec ton fils, là, c'est incroyable. » Puis plein de monde me disait ça, puis j'étais comme « Mais c'est quoi qui veut dire? » C'est comme un petit chum, c'est comme un... c'est précieux, il aime sa maman, il va dire que tu es la plus belle personne sur la planète pour lui, il va dire qu'il t'aime, puis t'es comme sa princesse, puis là, je me faisais dire ça, puis je le voyais dans les yeux, dans la façon que la maman le disait, que c'était précieux et incroyable comme lien unique qu'il y avait avec leur garçon. Je pouvais pas comprendre, mais ça me rassurait. Dans un sens que je me disais, bon, OK, tu sais, je vais m'accrocher à ça un peu. Mais là, je peux pas vous le dire parce que là, mon bébé, il a 11 mois. Là, tu sais, c'est pas... je sais pas où les autres étaient rendus dans la phase où ils sont rendus avec leur enfant, mais ça m'aidait. Mais aussi, tu sais, on peut se dire, tu sais, quand tu as un garçon, là, je parle parce que ça, c'est mon cas, là, mais élever un garçon, on pourrait le dire, on l'élève avec conscience pour qu'il vienne un homme différent de ceux qui ont pu nous blesser. Fait que, tu sais, ça aussi, ça me donnait comme un peu, pas comme un purpose, mais me dire, bien, au moins, je vais pouvoir faire une différence, au moins, je vais pouvoir avoir un impact. Une mission presque spirituelle de dire, j'élève un fils dont j'ai un rôle à jouer dans la guérison du masculin. On pourrait le voir. En fait, je préférais aussi le voir comme ça. Aussi, suite à ma retraite en juillet, j'ai fait, je me suis fait tirer au tarot, puis la personne qui m'a tiré au tarot avait soulevé à travers les cartes qu'il y avait probablement que je devais réconcilier avec mon énergie masculine. Et là, j'ai avoué que j'avais de la misère. J'ai eu un deuil par rapport avec le sexe masculin, dans le sens que quand j'ai su que c'était un garçon, que j'étais très triste, que j'ai dû faire le deuil d'une fille, puis il m'a répondu « Ah, ben là, tu sais, ton bébé a peut-être pu ressentir l'énergie du rejet. » Et là, j'ai fait « Oh non, ah, ça se peut. Oh non, j'ai pas fait ça. » Puis là, il me dit « Écoute, c'est pas trop tard, là. » Il dit « Mais il faut que tu réconcilies avec l'énergie masculine. » Parce que là, ça démontre qu'il y a clairement il y a quelque chose, là. Pas pour rien que tu as eu un garçon. Tu as eu un garçon parce que tu devais guérir ça en toi. Puis, c'est comme si la présence de mon fils dans ma vie, ça me force à affronter ça. Puis, à guérir des blessures profondes qui est liée à l'énergie masculine. Puis, en moi, mais autour de moi aussi. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, c'est quelque chose d'encore plus grand que moi, puis que je dois, avoir un enfant, ça te permet d'évoluer aussi en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que mère. Fait que, tu sais, là, pour moi, c'était comme une leçon. Tu sais, j'ai appris de, OK, oui, c'est ça, là, il faut que je réconcilie avec l'énergie masculine. Ce que j'ai fait dans une de mes cérémonies. Mais ouais, fait que c'est ça. Pour le sujet du deuil, la déception du genre. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la prise de poids. Ça, là, c'est une perte de contrôle totale. On va se le dire, là. Surtout quand tu as souffert d'un trouble alimentaire, c'est une des choses les plus difficiles à laisser aller. Tu perds carrément le contrôle. Puis le trouble alimentaire, c'est une forme de contrôle. Tu essaies de contrôler ton corps, toi, c'est une façon de garder le contrôle dans ta vie qui semble le chaos, puis que tu perds le contrôle sur tout, sauf ton corps que tu peux contrôler. Fait que c'est très difficile à accepter quand tu prends du poids enceinte. C'est une des choses, je trouve, que ça a été le plus difficile pour moi à accepter, puis à laisser aller, puis de rider la vague,
puis de dire ça va aller parce qu'honnêtement, ça allait pas. C'était vraiment, pour moi, là, je voulais pas me peser. Tout le long, en fait, je savais pas vraiment mon poids. Je sais où est-ce que je me situe, mais je savais pas, tu sais, combien de poids je prenais à chaque semaine. Je l'ai seulement su à la fin, dans les dernières semaines. Et ça m'a frappé, là. Genre comme un train qui m'a frappé d'en face, là, solide, là. Ça a eu vraiment des grosses répercussions. J'aurais peut-être dû, honnêtement, à y repenser, j'aurais peut-être dû regarder le poids. Tu sais, moi, j'arrivais au rendez-vous de suivi, puis je me retournais de bord, puis je disais, je regarde pas. Puis là, l'infirmière était comme, OK, c'est beau. Fait que là, je tournais de l'autre bord, puis à chaque fois, j'étais tout le temps, souvent, surtout à la fin, là, je disais, là, c'est-tu beaucoup? J'ai-tu trop pris de poids? Puis elle était comme, non, 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 ça va. Ou à la fin, elle m'avait dit, ah, ben, il y a eu une petite montée récemment. Puis j'étais comme, oh non, là, j'ai-tu pris trop de poids? Puis là, je suis comme, dites-moi là, si j'ai pris trop de poids. Tu sais, j'essayais un peu de savoir, là, tu sais, où est-ce que peut-être je pouvais me situer, mais j'avais aucune espèce d'idée. Quand le médecin m'a dit combien j'avais pris de poids, je pensais pas en tout que j'avais. Pour moi, c'était beaucoup plus que ce que je pensais. Mais ouais, c'est ça. Je voulais pas savoir le poids parce que je pensais que ça m'aurait impacté. Ça m'aurait impacté encore plus avec mon trouble. Mais oui, en fait, en gros, je me suis sentie prisonnière de mon propre corps, comme si je pouvais rien contrôler. Être enceinte, c'est la plus grande leçon sur le lâcher-prise parce que tu peux rien contrôler. Tu peux pas contrôler le sexe, tu peux pas contrôler le timeline, tu peux pas contrôler comment l'accouchement va se passer, tu peux pas contrôler la prise de poids, tu peux pas contrôler comment ton corps va évoluer, comment le corps va prendre le poids, tu peux rien contrôler de tout ça. La seule chose que tu peux contrôler, c'est faire le baby shower, c'est de prendre des photos, c'est de monter la chambre, le thème de ta chambre, le thème de ton baby shower, les couleurs, c'est ça que tu peux contrôler, ton gender reveal, si tu veux. Il y a rien d'autre que tu peux contrôler. C'est vraiment difficile quand tu es quelqu'un qui est un peu control freak, ça c'est sûr. Aussi, moi, j'ai eu des commentaires quand j'étais enceinte des autres là, sur mon corps. Pas des étrangers. C'est pas des. Il y a personne aussi qui m'a flatté le bedon. Bien, flatté, oui. C'était beaucoup les amis de mon ex, la famille, mais c'était pas. Puis ça me dérangeait pas. C'était pas. Moi, ce qui m'aurait dérangé, je pense, c'est des étrangers. Là. Quand je fais à l'épicerie, quelqu'un vient me flatter à bedaine, je pense que j'aurais trouvé ça un peu weird. Mais je comprends que. Moi, je respecte tout le temps. Là. Je mets jamais ma main sur une bedaine d'une femme enceinte. Là. C'est pas Bouddha là, non plus, là, mais faut juste respecter aussi. Là, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Je sais, j'ai entendu parler des commentaires comment il y a des femmes qui détestent ça. Mais de dire des commentaires, ça, c'est dans ma famille que je me suis fait dire. En plus, c'est super intrusif. Là. À y repenser, là, c'est par après là, que ça m'avait. En fait, je trouvais ça bizarre de me faire dire ça, mais après ça, c'était plus comme un peu choquant après. Puis en plus, c'est ta famille. De me faire dire mon Dieu, t'as donc bien élargi. Oh mon Dieu, t'es rendu large. Puis je me suis fait dire aussi que j'avais pris tellement de poids. Mon Dieu, genre, t'es rendu avec le cul large. Ça, oui, dans ma famille. Puis ça fait quelque chose. Là. C'est pas parce que je suis rendue large puis vraiment que j'ai pris beaucoup de poids que je suis correcte avec ça. Là. C'est comme, on dirait, c'est comme l'entendre, ça fait plus mal. Fait que ça a été, ça j'ai moins aimé ça. Puis tu vois, encore aujourd'hui, j'ai perdu 70 livres en 11 mois. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Là, je suis en train de me faire dire, oh mon Dieu, t'es donc bien rendue petite. Oh mon Dieu, t'as perdu du poids. T'as donc bien maigri. Fait que c'est comme, des fois, c'est correct, mais c'est pas tant nécessaire d'entendre des commentaires comme ça. Ça peut, surtout quelqu'un qui a souffert d'un trouble alimentaire, c'est pas la meilleure approche. Je peux vous raconter le moment où j'ai appris
mon poids à la fin de ma grossesse puis ma réaction. Parce que ça, c'est comme je disais tantôt, ça a vraiment été... C'était rough là, à entendre. En fait, c'est quand je suis allée à mon rendez-vous de 30, je pense que c'était 32 semaines, en tout cas, j'étais dans mon 8e mois. Puis là, c'est ça, l'infirmière m'avait dit que j'avais eu une petite montée, mais elle ne m'a pas dit exactement combien. Elle ne m'a pas dit comme combien je pesais parce que elle savait, là, je ne la regardais pas, la balance. Fait que quand je suis arrivée dans le bureau du médecin, le médecin, quand j'ai dit, bon, tu sais, en fait, j'ai juste tâté le terrain, tu sais, j'étais comme, mais là, j'ai-tu pris trop de poids? Là, je veux pas trop prendre de poids. Il me répond de même, là, comme ça, comme si lui n'était pas au courant vraiment que je ne regardais pas la balance. Il a carrément dit, ben non, c'est correct, tout est normal, vous avez juste pris 20 kilos. 20 kilos, tabarouette. J'étais comme, ah, mais voyons. Là, pour moi, dans ma tête, tout de suite, il fallait que je fasse la conversion. Puis là, j'étais comme, j'ai pris 44 livres. Je suis juste à la 32e semaine, tabarouette. Puis là, je capotais, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais me rendre à 50. Puis là, je m'imaginais, oh mon Dieu. Et là, quand je suis arrivée c'était le 11 septembre. Fait que, tu sais, c'était 3 jours avant d'accoucher. C'était mon rendez-vous de suivi. À chaque fois, à la fin, à chaque fois que j'allais à mon rendez-vous de suivi, il m'envoyait tout le temps à l'hôpital pour faire des tests de préclampsie parce qu'à la fin, j'étais enflée comme ça se pouvait pas. Moi, je faisais énormément de rétention d'eau. En fait, j'ai pris beaucoup de poids, mais c'était de l'eau. Mes pieds étaient tellement enflés, ça avait l'air des pieds d'une poupée bout de chou. Mes sandales Birkenstock, qui étaient au maximum des ganses, là, j'étais au bout. Mon ex a dû me passer ses Birkenstock pour hommes parce que j'étais rendue au bout. C'était vraiment... j'étais vraiment, vraiment, vraiment gonflée. Je l'avais à la face comme un moon face. J'avais la face tellement enflée, mes jambes. Puis que le médecin, à chaque fois, était comme... OK, comme il regardait mes jambes, il me regardait. Ma pression était trop haute. Il dit là, j'aurais pas le choix, il faut que je t'envoie faire des tests de préclampsie. Ça m'est arrivé 3 fois de faire les tests de préclampsie. Puis honnêtement, mon corps était au maximum. Il était au bout du rouleau, là, honnêtement, parce que j'étais même plus capable de m'accroupir. Mes jambes étaient gonflées. C'était gorgé d'eau. C'était affreux. Je ne pouvais même pas marcher 15 minutes. Juste pour vous dire, là. Moi, je vois des femmes enceintes marcher, là, puis j'étais comme... Moi, je n'étais même pas capable de marcher pendant mon 3e trimestre. Fait que c'est ça, c'était trop, là. Fait que ce rendez-vous-là, je pense que c'est la première fois qu'il m'envoyait à l'hôpital. Il me donne mon dossier. Il dit, je vais te donner ton dossier parce que je veux que tu demandes un gel. C'était-tu là qu'il m'avait demandé un gel d'induction? Oui. Il dit, il faut que tu demandes un gel d'induction. Tiens, faut voir avec le médecin de garde, mais voici ton dossier. Au moins, à l'hôpital, ils vont voir le dossier puis ils vont voir le suivi. Mais dans le dossier, moi, là, j'ai tout vu. J'ai vu comment que à chaque rendez-vous, il avait mis des commentaires sur moi, comme il avait écrit patiente pose beaucoup de questions, très nerveuse, tu sais, des affaires comme ça. Et là, je vois le poids. Mes yeux font... Je regarde, je dirais que sur la date d'aujourd'hui, je regarde le poids. Et là, je suis dans la toilette, je m'en rappelle, je suis en train de faire la conversion et je vois... Ça monte sur mon cellulaire, la calculatrice, ça montre que j'étais à 208 livres. Moi, je suis sur la toilette, je regarde mon ex, puis je capote. Je suis comme, oh my God, je pèse 208 livres. Puis là, je pleure, puis là, je capote. C'est comme, à quel point... Puis tu sais, on s'entend, toute ta vie, tu pèses un certain poids. Même quand j'étais mannequin, j'étais vraiment maigre. Fait que, tu sais, tu as toujours un poids que tu es confortable ou ton corps a comme un set point où tu es dans ce poids-là. Mais jamais, jamais de ta vie, tu penses que tu vas franchir le seuil du 200 livres. Là. Surtout une femme comme moi qui est comme 5 pieds 8,
Puis je suis élancée, je veux dire, je suis pas faite grosse, je suis élancée. Jamais dans ma vie, je me suis dit un jour, je vais dépasser 200 livres. Là. C'est inconcevable. C'est pour moi, ça se pouvait pas. Là. J'ai jamais pensé à ça. Mais là, ça s'est fait. J'ai franchi le seuil du 200 livres. C'était pour moi une grosse claque d'en face. Parce que là, j'étais comme, mais voyons donc, c'est pas toutes les femmes qui franchissent ce seuil-là. Comment ça, moi, j'ai dépassé ça? Je veux dire, oui, grande, mais pas, je mesure pas 5 et 10, 5, 11, 6 pieds. Là, je comprends pas pourquoi je suis rendue là. J'ai dit, oh mon Dieu, moi, mon poids d'origine, je me dis, mais non, mais là, c'est 70 livres minimum. Fait que là, j'ai pris 70 livres, 75. Mais voyons, ça se peut pas, presque 80. Fait que là, tu sais, pour moi, c'était comme, OK, mais là, je me suis laissée aller ou quoi, là? Ça a été rough. Juste dans ta tête, le chiffre, c'est vraiment, c'est comme, mentalement, c'est comme, ça se peut pas. C'est comme tu peux pas franchir ça, là. Puis je l'ai fait. Et là, c'est à partir de ce moment-là que j'étais comme, là, il faut que j'accouche, là, ça se peut pas, faut que j'accouche, je peux pas, là, mon corps est au bout, je peux plus prendre de poids, là, ça se peut plus, là, je peux pas, là. Fait que, j'étais désespérée. Et je me rappelle que j'avais du monde autour de moi qui me disait « Ah, moi aussi, j'ai pris vraiment beaucoup de poids. J'ai pris 50, 60 livres. » C'était bien plus. Puis qui me disait « Tu sais, moi aussi, j'ai pris beaucoup de poids. Puis, mais tu sais, j'ai perdu la plupart du poids, mais j'ai jamais réussi à tout perdre. » Ben moi, j'avais peur que ça soit ma réalité aussi. Là. Quand j'entends ça, là, de dire que quelqu'un qui se dit « Ah, moi, j'ai pris tellement de poids, mais j'ai pas réussi à tout perdre. » Moi, dans ma tête, c'était « No. Oh, que non. Non, 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 non. Je vais pas rester plus haut que ce que j'étais. » Surtout avec un trouble alimentaire, on dirait que c'est comme « Non, 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 c'est pas vrai. » Je me disais « Ah, eux autres, ils font pas d'exercice. » Fait que, tu sais, je me suis dit, puis peut-être qu'ils ne regardent pas leur alimentation comme que je fais. Fait que moi, honnêtement, j'ai pas tant fait, je veux dire, c'était pas, oui, c'est dur, perdre du poids. Oui, ça prend de la motivation, de la discipline, ça prend une rigueur. Mais je veux dire, ça s'est fait graduellement, ça s'est fait en 11 mois. J'ai perdu 70 livres. Oh, c'est sûr qu'au début, tu en perds beaucoup. Moi, je suis sortie de l'hôpital, puis après 2 semaines, j'avais perdu genre 24 livres. Là. Puis à ta lettre, fait que tu peux en perdre plus rapidement. Fait que tu sais, c'est pas... j'en ai perdu beaucoup au début. Après ça, ça s'est stabilisé quand j'ai arrêté d'allaiter. Puis après ça, ça a continué à dropper, mais c'était vraiment un rythme très, on pourrait dire santé, là, healthy. C'était très sain. Puis honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas retombé. Mon trouble alimentaire n'a pas empiré. J'ai pas une rechute. Même que j'ai l'impression que la grossesse, le fait d'avoir eu un enfant, d'avoir passé à travers cette étape-là, ça a transformé mon trouble. J'ai l'impression que j'ai guéri. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a vécu ça, parce que j'ai vraiment l'impression que mon approche est beaucoup plus saine qu'avant. La façon que j'écoute, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Je prends plus soin de mon corps. Je le nourris, mais tu sais, je le nourris pour le nourrir, pas pour comme... je nourris... En fait, je mange plus mes émotions. Je suis plus axée sur la nourriture, c'est du fuel, c'est comme du carburant et non, c'est du plaisir ou c'est comme pour comme combler une émotion. C'est le vide. C'est comme, on dirait qu'il y a eu un shift à quelque part, que la grossesse m'a montré comment être à l'écoute de mon corps puis comment prendre soin de mon corps parce que je devais prendre soin de mon corps parce que je devais prendre soin de bébé à l'intérieur de moi. Fait que, et après aussi, tu sais, je veux dire, tout passe par, il faut que tu prennes soin de toi en premier pour après ça prendre soin de ton bébé. Quand tu es dans un avion, il faut que tu mets le masque d'oxygène à toi en premier avant de donner le masque à ton enfant. Fait que, d'où l'importance de prendre soin de soi, même en période postpartum. Moi, je priorisais la
Tu sais, je pourrais faire un épisode sur comment j'ai perdu 70 livres sans nécessairement focusser sur les apparences, mais comme qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver, puis me sentir bien dans mon corps. Mais, tu sais, la première chose que j'ai faite, c'est quand j'ai eu le 6 semaines après postpartum, où là, c'était t'as le go pour t'entraîner, bien là, moi, j'ai commencé à faire des exercices plancher pelvien, tu sais, de y aller doucement, là, pas drastiquement retomber dans mon entraînement comme je faisais avant, parce que ça faisait des mois que je ne m'avais pas entraînée. Mais tu sais, petit à petit, j'ai retrouvé mon entraînement. J'ai commencé à faire à lever des poids, faire entraînement plus musculaire. Je pense que j'étais à 2-3 mois postpartum, j'ai commencé à courir, mais tu sais, on s'entend marcher, courir. Tu sais, petit à petit. Justement, au mois de mai, j'ai réussi à faire un 10 km. En fait, je me suis blessée pendant un entraînement d'un demi-marathon. Fait que là, il fallait que je jongle entre une blessure, post-blessure, puis postpartum, retrouver la course. Fait que, tu sais, le 10 km, pour moi, c'était vraiment un gros but, là. C'était incroyable. Puis je suis contente, je suis fière de l'avoir fait. Mais, tu sais, pour moi, je priorisais la course, je priorisais les marches avec mon bébé en poussette. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches les premiers mois. Il faisait tellement beau. En plus, c'était un très bel automne. Fait que, tu sais, c'était... Et puis là, c'est ça, incorporer une alimentation saine. Moi, la minute que j'ai accouché, j'ai retrouvé mon alimentation comme avant. Là. Tu sais, c'était comme on dirait que je n'étais pas moi-même quand j'étais enceinte. Ça aussi, hein, je pense que, tu sais, on n'en parle pas vraiment, là. Mais quand tu es enceinte, on dirait, j'ai l'impression que j'étais possédée par Moi, là, je n'étais pas une fille qui mangeait des glucides. J'étais très low carb. Il y avait des choses, tu sais, moi, je buvais jamais de jus d'orange. Là. Jamais. Pourtant, enceinte, je tripais sur le jus d'orange. Je comprenais pas. C'était pas moi. Fait que, tu sais, c'est comme j'avais des habitudes alimentaires qui me ressemblaient pas. Puis la minute que j'ai accouché, tout d'un coup, on dirait, je me suis retrouvée tout de suite. J'ai genre fait, moi, je veux des sushis, des poissons. C'est sûr que c'est pas manger de poisson quand t'es enceinte, mais, tu sais, les baies, tu sais, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais. C'était pas... En fait, j'étais redevenue Isa. Fait que c'est ça, dans le fond, je voulais vraiment prouver à moi-même que c'était possible de perdre tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse. Puis de le faire aussi d'une façon saine. Puis, je veux dire, 11 mois, c'est quand même assez graduel. Mais c'est ça. Puis là, je pense que l'épisode va sortir au moment que je vais être à 12 mois postpartum. Fait que c'est... en tout cas... déjà, ça passe tellement vite. On va falloir couper l'épisode, malheureusement, à ce point-ci, parce que ça a l'air que j'ai fait 1 heure à vous jaser. Fait que ça n'a pas d'allure comment ça passe. 1, le temps passe vite, ça, je vous le confirme, puis ça, c'est vraiment vrai, là. Mais 2, j'arrive pas à croire comment je jase. Ça n'a pas d'allure. En tout cas. Fait je vais terminer là-dessus. J'espère que ça a pu résonner avec vous, les points que j'ai pu aborder cette semaine. La semaine prochaine, je vais aborder les autres points qui me restent à aborder. J'ai été obligée de faire 2 épisodes parce que honnêtement, c'est un gros épisode. Puis je pense que c'est nécessaire aussi d'en parler. Surtout de ce sujet-là, la maternité, puis de dire les vraies affaires, de oser nommer les choses comme qu'ils sont, tels qu'ils sont, puis de le dire à voix haute. Je pense que ça fait du bien, puis j'espère que ça va résonner avec vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci, bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.